Bonjour à toutes et à tous. Merci aux internautes d'être aussi nombreux à suivre ce nouveau débat du Paris Air Forum, un débat qui s'annonce très très intéressant puisqu'il va essayer de décrire les grandes tendances du transport aérien de demain, de voir comment les comportements des passagers pourraient évoluer, notamment ceux des voyageurs d'affaires, de voir également l'impact que ces évolutions de la demande peuvent avoir sur les modèles économiques des acteurs du transport aérien. Quelles compagnies, quels aéroports, quels voyageurs, c'est le thème de ce débat. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Rigail, directrice générale d'Air France. Bonjour Anne Rigail. Edouard Arkwright, directeur général exécutif d'ADP. Bonjour Edouard. Bonjour à tous et bonjour Fabrice. Et monsieur Michel Dielman, président de l'AFTM, donc l'Association française du Travel Management, qui regroupe tous les responsables des politiques voyage dans les entreprises. Bonjour monsieur Dielman. Bonjour Fabrice et bonjour à tous. La première question sera pour vous, Anne Rigail. Pour commencer, puisque nous parlons du monde d'après, essayons de le situer. Les laboratoires pharmaceutiques ont annoncé l'arrivée d'un vaccin d'ici à la fin de l'année. En France, la campagne de vaccination pourrait débuter début 2021. Dans ce contexte, quels sont vos scénarios de reprise ? Alors c'était une excellente nouvelle d'avoir les annonces de Pfizer et puis de Moderna, et on en entend encore d'autres. On a vu d'ailleurs l'élan boursier positif sur les valeurs du tourisme et du voyage, ce qui montre que il y a une confiance quand même pour la reprise du voyage de l'ensemble des acteurs. Après, nous avons toujours dit que nous attendons la reprise du trafic de 2019 aux alentours de 2024. Ces hypothèses ont toujours pris en compte l'arrivée d'un traitement ou d'un vaccin, et donc de ce point de vue, il n'y a pas de raison que cela change. C'est d'ailleurs assez cohérent avec les hypothèses de IATA, même si on peut voir des hypothèses plus optimistes ou plus pessimistes. Ce qui compte pour nous, c'est d'accompagner cette reprise. Alors évidemment, on suivra avec attention les vaccins, les traitements. On travaille aussi, et je pense qu'Edouard en parlera, sur les tests, la facilité d'accès aux tests et des protocoles sanitaires, une harmonisation, je dirais, des mesures et des réglementations qui pourront aussi redonner confiance aux voyageurs dans la capacité à se projeter à nouveau dans un voyage. D'accord, donc le retour à la normale, vous ne changez pas de scénario de 2024 à peu près. Quel niveau d'offre, en revanche, l'année prochaine, on peut espérer, est-ce qu'on peut avoir une fourchette à peu près ? C'est un peu tôt. Ce que je peux vous dire, c'est où nous sommes aujourd'hui. Sur le 4e trimestre, nous avons à peu près 35% d'offres, avec un mois d'octobre avant le confinement qui était à 40%. Un mois de novembre, évidemment, extrêmement impacté par le confinement. En court et moyen courrier en particulier, on est à seulement 15%. On arrive à garder 30% de notre offre sur le long courrier, avec des avions qui ne sont pas très remplis, mais qui sont portés par la dynamique du cargo. C'est vrai que moins on a d'avions avec des soutes d'avions passagers, plus le cargo effectivement a une demande importante sur le reste de l'offre, et ça nous aide à maintenir finalement 80% de nos destinations et un certain niveau de service pour nos clients. Edouard Arkwright, l'arrivée d'un vaccin, justement, pour vous, modifie-t-il vos scénarios ou pas ? Ou vous êtes comme Air France ? Alors, je vais avoir une réponse qui est très proche de celle d'Anne, c'est-à-dire qu'on n'a pas modifié nos scénarios avec un retour au trafic d'avant-crise dans un scénario optimiste en 2024. Et pour 2021, on a publié des premières prévisions en début de semaine, un trafic attendu entre 45 et 55% du trafic de 2019. Donc, on garde la référence de 2019. Ces scénarios et ces prévisions, ils intégraient une dimension vaccin-traitement exactement de la même manière que Air France. Et donc, de ce point de vue-là, on ne les a pas modifiés avec des annonces. Disons que ça vient donner de la robustesse à ces hypothèses et ça vient donner du confort à la fourchette optimiste qui était celle de 2024, là où les pessimistes pouvaient aller jusqu'à 2026-2027. Voilà, ça donne ce confort-là. Ceci dit, il y a un gros challenge pour toute la profession avec ce vaccin, mais en tout cas, espérons qu'il contribuera au retour de la confiance. Anne Rigail, comment voyez-vous, donc on va se projeter dans le monde d'après, comment voyez-vous le transport aérien dans le monde post-Covid ? Y aura-t-il autant de compagnies Y aura-t-il autant de compagnies par segment de clientèle ? Donc, comment vous voyez tout ça ?
Alors on a vu quelques faillites malheureusement, on a entendu Flybe, il y a Miami Air, Compass aux États-Unis, certaines compagnies qui sont sous la loi des faillites, en particulier en Amérique du Sud, Avianca et LATAM. Clairement se pose la question de la durée des aides d'État par rapport à l'incertitude de la reprise du trafic. Se pose aussi la question des consolidations. On a pu voir récemment Korean qui rachetait Asiana. Pour autant, on voit bien que en demandant des aides d'État, ce n'est pas pour investir, je dirais, dans de la consolidation, et chacun est plus concerné par, je dirais, la gestion de ses liquidités, plus que par, effectivement, des logiques de consolidation. Comment je vois l'avenir ? Je pense que les legacy ont de nombreux atouts, déjà parce qu'elles adressent tous les segments de clientèle. Donc, en fonction des incertitudes sur les différents segments, correspondance, locaux, clientèle, affaires, loisirs, on peut dire qu'effectivement, on a des offres qui correspondent, on a pris soin de nos clients avec des flexibilités commerciales, on a un réseau, en particulier le groupe Air France-KLM, extrêmement équilibré. On a la chance d'avoir un réseau domestique qui était plutôt résistant pendant cette crise, un réseau vers les Antilles qui là aussi est un trafic affinitaire plutôt qui avait bien repris après le premier confinement, et puis un réseau vers l'Afrique aussi assez résilient. On a la chance d'avoir un hub. On peut penser qu'avec une petite contraction des lignes directes, les hubs vont bénéficier puisqu'ils vont concentrer les flux résiduels, et pour autant on s'appelle Air France, on est sur la place de Paris, reste la première destination touristique mondiale. 50% de nos clients sont en local, à Roissy, et donc on peut dire que oui, on est assez confiant pour l'avenir par rapport à notre modèle. Certains experts estiment que les low-cost seront les grandes gagnantes de cette crise. Donc visiblement, vous ne partagez pas le constat là. Moi, je pense que le modèle de hub, et on le voit d'ailleurs en crise, quand on regarde les niveaux d'activité de KLM, d'Air France, par rapport au reste, évidemment, les low-cost sortiront, je dirais, renforcés, agressives de cette période. Et le grand challenge des legacy, c'est la baisse des coûts, et c'est effectivement ce à quoi nous nous attelons en ce moment. Edouard Arkwright, même question. Comment voyez-vous le transport aérien demain quand vous projetez dans vos investissements ou autres, même si aujourd'hui c'est moins d'actualité, mais comment vous voyez le paysage du transport aérien dans 4-5 ans ? Alors d'abord, nous on pense que comme on vient de le dire comme on l'a dit tout à l'heure, le trafic reviendra à des niveaux pré-crise. Ça, c'est une conviction assez forte, et jusqu'à maintenant, on n'a pas d'éléments qui affaiblissent cette conviction. Et j'ai eu l'occasion de la réaffirmer parce que on a beaucoup de gens qui nous disent mais le transport aérien va décliner, il va mourir, il va se contracter. Voilà, nous on pense qu'une fois un certain seuil passé, un certain moment arrivé, on retrouvera un niveau d'avant-crise. Est-ce qu'on retrouvera les dynamiques de croissance avant-crise? C'est une autre histoire. Et ce qu'on voit depuis 30 ans, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un choc fort sur le transport aérien, le choc a été absorbé, mais la dynamique qui a suivi était plus faible que les dynamiques qui précédaient. Ça, je pense que c'est le premier grand enseignement, et c'est la première grande tendance. Des retours à des niveaux d'avant, oui, des dynamiques un peu affaibli, probablement oui également. S'agissant des aéroports en particulier, nous ce qu'on retient de cette crise, c'est que ça nous a amené à donner beaucoup plus d'agilité à nos infrastructures. C'est-à-dire qu'on avait des infrastructures qui étaient extrêmement lourdes, extrêmement figées, figées pour des types de transport, figées également dans une segmentation de flux entre des zones Schengen et non Schengen, figées, et on a bien vu le temps qu'il a fallu pour pouvoir mettre en place des protocoles sanitaires et quelle était la réactivité des équipes. Ça a quand même pris du temps. Le temps qu'il faut pour pouvoir tout d'un coup faire face à des afflux de contrôle Schengen, pour prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec la crise mais que nous vivons, eh bien on voit que cette rigidité de l'infrastructure probablement a été un petit peu un problème au début de la crise. On y a répondu par des fermetures, on y a répondu par la souplesse. Je pense que le deuxième grand enseignement pour nous, c'est que nos infrastructures demain doivent être beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles. Et puis le troisième grand enseignement, c'est évidemment la question du développement durable et notamment des questions énergétiques, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure. Justement, pour Madame Rigail parler des compagnies de hub, on voit que le long courrier diminue et mettra beaucoup plus de temps que le moyen courrier à revenir. Est-ce que, du coup, ça fait baisser aussi l'activité moyen courrier de l'alimentation? Est-ce que les compagnies, est-ce qu'il faut revoir certaines relations
avec d'autres compagnies pour essayer de les attirer, pour compenser un peu cette baisse d'activité de la compagnie basée, quoi, en fait. Bon, nous, on a toujours cherché à attirer le trafic d'une manière générale. On est très heureux d'accompagner notre client et notre premier client, Air France et d'une manière générale l'Alliance SkyTeam, de la même manière qu'on fait tous nos efforts pour essayer d'attirer, d'être le plus attractif possible. Le tout dans un système de régulation qui fait que chacun paye les mêmes choses et en résistant à toutes les tentations d'acteurs qui ont voulu à certains moments venir, fragiliser ou remettre en cause ce qui est une donnée de la régulation et du fonctionnement du système aéroportuaire francilien qui, de notre point de vue, est une chance parce que ça permet d'optimiser les infrastructures entre Orly et Roissy, ça permet de les optimiser dans le temps et d'optimiser les cycles d'investissement. Donc, oui, on est tout à fait disponible et on fait tout ce qu'on peut faire pour pouvoir rester attractif et compétitif dans ce qui reste une compétition, attirer les compagnies aériennes et attirer les passagers. Notre ambition, c'est que le parcours passager soit le meilleur possible à Paris. Et un de nos éléments de réponse pendant cette crise a été de faire en sorte que le passager qui vient à Paris, il ait une expérience la plus proche possible du meilleur standard qu'il pouvait avoir d'avant la crise. Alors oui, il y a des tests, oui, il y a des exigences de sûreté et de sécurité sanitaire qui n'existaient pas avant la crise, mais l'infrastructure est belle, elle est propre, les gens sont là, les boutiques sont ouvertes, l'offre commerciale est présente, et c'est pour ça qu'on a aussi contracté l'activité autour des endroits où on était capable d'offrir ce service. C'est pas parce que la crise est là que le passager a droit à un service qui est dégradé. Et ça, c'était un élément extrêmement important qu'on puisse également le garantir à nos clients compagnies. Alors, la crise sanitaire impose aux compagnies et aux aéroports de mettre en place un protocole sanitaire, vous l'avez dit. Pensez-vous que des mesures sanitaires, celles que nous voyons aujourd'hui ou d'autres à imaginer, peuvent rester de manière structurelle dans les aéroports, comme on l'a vu après le 11 septembre pour la sûreté ? Alors, je ne suis pas certain qu'on aura des mesures sanitaires de manière structurelle. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'elles peuvent arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. On était bien content, le groupe ADP, en mars et en avril dernier, de profiter de l'expérience d'Ebola à Conakry, de l'expérience de Maurice, de l'expérience de Madagascar. Les premières caméras thermiques qu'on a déployées, on est allé les chercher dans les autres aéroports du groupe qui avaient une petite longueur d'avance par rapport à des aéroports européens en matière sanitaire. Donc, je ne sais pas si ça sera pérenne. En revanche, ce qui est pérenne, c'est le fait de pouvoir armer des dispositifs sur des échelles éventuellement extrêmement importantes, de concevoir nos futures infrastructures également pour pouvoir faire ça. On l'a évoqué à propos des projets d'infrastructures que nous continuons à avoir. Et puis d'intégrer en revanche quelque chose qui, lui, n'a pas besoin de mesures réglementaires, c'est tout ce qui est qualité de l'air, tout ce qui est exigence d'une manière générale de nettoyage plus élevée. On est en train de déployer là depuis cette semaine et à partir de la semaine prochaine, on avait mis en évidence 4 solutions dans un challenge qu'on avait fait avec la région Île-de-France et ces solutions sont en train d'être déployées sur le périmètre du 2EK et du 2F. Et donc voilà, ça je pense que c'est un des acquis de la crise. D'une manière générale, mieux monitorer nos flux, mieux monitorer la qualité de l'air et ça restera. Quand le trafic reprendra, comment faire pour éviter les files d'attente interminables qu'occasionneraient le maintien des gestes barrières ? Est-ce que justement ça pousse à développer les technologies de l'aéroport sans contact ou pas ? Ça pousse surtout, ça c'était des éléments qu'on avait déjà identifiés avant crise. On avait d'ailleurs parlé dans une table ronde avec vous, Fabrice, au Paris Air Forum, je crois, il y a 2 ans. Donc la crise nous amène à garder ou à privilégier dans nos arbitrages d'investissement, privilégier ce type d'investissement. Donc dans les coupes qui sont malheureusement réalisées pour pouvoir consolider la structure financière et le bilan d'ADP, on continue à privilégier ces investissements dits dans le Smart Airport, c'est-à-dire d'une manière générale, tout ce qui amène à dématérialiser le parcours passager, fluidifier le parcours passager. On avait des expérimentations, des initiatives qu'on devait d'ailleurs lancer au mois de mai dernier à Orly avec Air France, qu'on n'a pas pu lancer à cause de la crise, mais qui reste d'actualité. La deuxième chose intéressante, mais ça on l'a utilisé dans la crise, c'est tout ce qui amène la gestion de flux. Et donc
tous les dispositifs de comptage et d'amélioration de la gestion de flux qui nous ont été très utiles pour assurer le respect de la distance sanitaire sont maintenant généralisés et déployés à grande échelle. Et puis, d'une manière générale, comme on vient de le dire, mais ça, il faut en parler également avec l'État, faire en sorte que les procédures qui ne sont pas dans le parcours passager en lien avec nos compagnies, mais dans le parcours passager en lien avec des formalités étatiques, puissent avancer au même rythme que les initiatives qu'on a avec nos partenaires compagnies aériennes. Anne Rigail, est-ce que vous partagez l'avis d'Edouard Arkwright? Pensez-vous que des mesures sanitaires ne resteront pas de manière structurelle, ou pensez-vous au contraire que un certain protocole sera maintenu dans le parcours passager? Alors effectivement, ça a été une priorité, comme l'a dit Edouard, de prouver à nos clients qu'on mettait rapidement en œuvre des mesures, donc les masques dès le début de la crise, la distanciation sociale, les gels hydroalcooliques, les plexiglas. Je crois qu'on l'a fait avec agilité, mais qu'on le fera probablement avec encore plus d'agilité aux prochaines, parce qu'on a appris des précédentes crises et que celle-ci effectivement a été d'une telle ampleur qu'on sera encore plus réactif la prochaine fois. Il y a des choses qui resteront, c'est sûr, comme d'ailleurs, et c'est un grand atout pour le transport aérien, les filtres à haute efficacité sont issus de crises précédentes, de crises épidémiques précédentes, et c'est ce qui garantit la qualité de l'air à bord, en même temps que la circulation verticale, et le fait qu'on a pu prouver que la probabilité de contamination à bord était effectivement assez faible. Et donc je pense qu'on gardera probablement des gels hydroalcooliques, qu'on gardera de l'hygiène, clairement, les masques, j'espère que dans 2-3 ans, on portera pas de manière, peut-être comme c'est le cas en Asie, de manière plus fréquente pour protéger les autres quand on est soi-même malade, mais pas de manière, je dirais, à 100% comme aujourd'hui. Donc des cabines avions qui sont effectivement nettoyées avec des produits virucides, oui. Des tests, j'espère que non. Peut-être des passeports sanitaires en fonction de ce que sera le virus, comme on peut avoir aujourd'hui la pratique de faire la fièvre jaune quand on va en Afrique ou en Amérique du Sud. Monsieur Dielman, on voit aujourd'hui que les entreprises ne font pas voyager leurs collaborateurs essentiellement pour des raisons de sécurité. Quand vous écoutez Anne Rigail ou Edouard Arkwright, est-ce que les mesures sont de nature à les rassurer? Très certainement. Les mesures qui ont été mises en place par les aéroports et les compagnies aériennes sont très prégnants et rassurent les voyageurs. C'est une évidence. Encore faut-il être en capacité de voyager. Donc, je vais développer un petit peu plus. Il ne faut pas se tromper. Les entreprises actuellement aimeraient faire voyager leurs collaborateurs pour des déplacements professionnels qui ont beaucoup d'intérêt, bien évidemment, pour l'économie des entreprises. On peut dire que les entreprises se sont organisées et plutôt bien organisées au fil d'événements graves qui se sont produits par le passé. On a commencé par... il y a eu Karachi, bien évidemment. Et puis, il y a eu ensuite Fukushima, il y a eu le volcan islandais, et où ce fut une grande pagaille. Et les entreprises ont tiré des enseignements de tout ça et ont assuré la sécurité, le fameux duty of care, et puis la santé de leurs collaborateurs. Alors, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la réouverture des frontières et la liberté de circulation. C'est le gros problème en ce moment. En ce moment, qu'est-ce qu'on constate? Des grandes disparités en ce moment dans l'application des mesures sanitaires au niveau mondial. Dans la zone Schengen, on est loin d'être uniforme. C'est une réalité. Et il y a un manque de stabilité de l'info qui est juste évident et qui crée des problèmes. Donc, organiser des déplacements professionnels en ce moment, raison de plus des voyages long courrier, c'est très compliqué. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Et je vais conclure là-dessus ma première intervention. Anne Rigail, pensez-vous que la demande de transport aérien sera, après la crise, la même qu'elle ne l'était avant, à la fois en termes de volume et en termes de segment de clientèle? Alors si on regarde les segments, le trafic qu'on appelle VFR ou affinitaire, Visit Friends and Relatives, on a vu après le premier confinement qu'il revenait
assez vite. Encore une fois, en intra-France, vers l'Europe du Sud, vers les Antilles beaucoup, vers l'Afrique. Donc je pense que celui-là, le fait de visiter sa famille, c'est un besoin essentiel finalement, et il dépend que, je dirais, de l'arrêt des mesures de restriction de type confinement. Le tourisme lui-même, il est ralenti, mais comme le disait Michel, je crois que c'est pas par peur du virus du tout, c'est par peur de se retrouver avec une réglementation qui peut changer en cours de voyage. Donc investir pour un voyage et ne pas savoir où on va, c'est compliqué. Pour autant, on sent une demande, et on l'a vu cet été également. Donc je pense qu'il reprendra. Le trafic à faire sera sans doute celui qui mettra le plus de temps. On s'attend, ce que nous disent nos grands clients, c'est que ils planifient leur voyage plutôt vers le printemps ou le milieu de 2021, parce qu'ils ont fait eux-mêmes des coupes budgétaires, eux-mêmes sont sous l'impact de la crise, et parce qu'ils imaginent qu'ils vont aussi changer leurs habitudes. On a tous fait de la vidéoconférence à outrance, je pense qu'on en a un peu assez, ça c'est bon pour le transport aérien, mais pour autant, je pense qu'on fera plus peut-être un déplacement pour une seule réunion. Avant la crise, certains passagers soucieux de leur empreinte carbone avaient commencé à moins voyager, voire à ne plus voyager du tout. On voit que de tels comportements, en tout cas, ils semblent s'accentuer avec la crise. Est-ce que vous pensez que cette tendance va continuer ? Alors, c'est effectivement, nous, on l'a ressenti en 2019, une pression très importante de nos clients, qu'ils soient loisirs ou affaires, de l'opinion publique et de nos personnels d'ailleurs. Donc, on s'est engagé sur des engagements forts de réduction de nos émissions de CO2, qu'on a renforcé d'ailleurs avec les conditions liées aux prêts garantis d'État que nous avons eu au printemps. Effectivement, les habitudes vont changer, un voyage probablement plus raisonné, des voyages probablement un peu plus longs. Clairement, les loisirs, 3 week-ends à New York, je pense que ce sera plutôt un séjour plus long. Des passagers à faire qui peut-être mélangeront un peu plus sur des séjours longs, un motif à faire avec un motif loisir. Donc je dirais une utilisation des déplacements un peu plus réfléchie, raisonnée. Voilà. Et pour autant, on a énormément d'actions. Il faut qu'on soit transparent avec nos clients. C'est ce qu'on fait. Je vais pas les développer là, ce serait trop long. Mais je crois qu'on est pleinement engagé. Est-ce que vous avez chiffré ce volume perdu, puisque si on fait un voyage de moins ou plusieurs voyages en moins, forcément, in fine, ça fait des volumes de passagers en moins. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de facteurs. On voit qu'on a le développement du télétravail. Le développement du télétravail, ça peut aussi amener un certain nombre de personnes à s'interroger sur leur lieu d'habitation, s'installer en province ou s'installer en Europe. On a même vu l'île Maurice proposer un visa d'1 an en télétravail. Voilà, alors je pense qu'on aura aussi des voyages qui seront liés au fait qu'on pourra effectivement être un peu plus loin que le siège de sa compagnie ou le lieu physique de son travail. Donc on n'a pas encore chiffré ça. On a chiffré effectivement dans notre trajectoire financière une baisse du voyage d'affaires et une reprise beaucoup plus lente, on l'a dit. Mais on peut avoir des effets parasites aussi qui peuvent contrebalancer. Edouard Arkwright, anticipez-vous également un changement de comportement de la clientèle ? Alors pour Paris ou pour la France, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ce qu'a dit Anne. J'aurais juste essayé de prendre une perspective un peu plus vaste. Ce qu'on voit d'abord dans les aéroports du groupe, c'est que dès que le tourisme est possible, il revient. Ça, c'est la deuxième partie de l'été dans les aéroports de Turquie, et l'arrière-saison dans les aéroports de Turquie, la très belle performance d'Antalya, par exemple. Ce qu'on voit également, c'est que... Le premier aéroport européen. Par exemple. Et ce qu'on voit également, notamment on le voit en Inde, c'est que le domestique est reparti très vite, et pas uniquement sur le VFR comme le disait Anne, mais également sur du trafic qui inclut une part de loisirs et une part professionnelle. Donc, ce qu'on voit, c'est que je pense qu'il faut avoir une approche qui n'est pas uniquement européano-centrée, comme on pouvait l'avoir également sur la question de tout à l'heure sur le mouvement onde de volée, qui était quelque chose qu'on voyait quand même dans quelques endroits, mais qui d'une manière générale n'entravait pas la progression du transport aérien, dans le reste du monde. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que pour reprendre la question de la onde de volée et du carbone, l'exigence environnementale, elle est là.
elle n'est pas liée à quelques refus de voler, elle est liée à une demande de la société vis-à-vis du transport et pas seulement sur son propre comportement individuel. Et donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu dans des chiffres, dans des études extrêmement précises, des impacts significatifs de ces changements de comportement individuels que l'effort ne doit pas être, devrait être lâché. Bien au contraire, ce que cette crise nous montre, c'est que l'effort doit être accentué parce que c'est pas un problème de comportement individuel de consommateur auquel on est confronté, c'est un problème de regard différent de la société porté sur le transport aérien. Monsieur Dielman, on a vu au cours des crises précédentes, le 11 septembre, le SRAS 2008, que autant le trafic touristique était revenu plus tard à son niveau antérieur, d'avant-crise, autant le trafic affaires n'est jamais revenu, c'est ce que disent les experts. Est-ce que vous pensez que avec cette crise, ça sera la même chose ? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'effet Covid ira beaucoup plus loin que l'effet volcan islandais ou Fukushima. Ça, c'est juste une certitude. La crise va conduire, sans aucun doute, à une meilleure définition maintenant de ce qu'est un voyage important ou un voyage essentiel. Je crois que c'est un terme qu'on va beaucoup reprendre maintenant dans le voyage. Est-ce que ce voyage est essentiel ? Donc on est vraiment dans le voyage d'affaires, on n'est pas tout à fait dans le tourisme classique. En revanche, on peut estimer donc que la baisse structurelle des voyages d'affaires sera de l'ordre de 20 à 30%. On voit beaucoup de chiffres fleurir en ce moment. Et on va revenir à une normalité d'ici 2 à 3 ans. J'ai échangé tout à l'heure avec Anne. Effectivement, on peut espérer 2 ans, mais quand j'écoute Anne et pas mal de professionnels qui se prononcent, on est plutôt à l'horizon 2024 pour une reprise normale. Et ce qui va compter maintenant, c'est que la pertinence de voyager et l'ambition climatique vont être des paramètres qu'il faudra évidemment prendre en compte dans le voyage d'affaires. J'y reviendrai plus longuement tout à l'heure. Oui, ben justement, donc vous avez évoqué tout à l'heure la visioconférence. Avant de parler de l'environnement, on voit quand même que les entreprises ont tous testé de manière industrielle la visioconférence. Est-ce que ça ne va pas amplifier quand même ce phénomène que le trafic ne revient jamais à son niveau d'avant-crise concernant le trafic d'affaires ? C'est une évidence. La digitalisation des réunions va évidemment avoir un impact énorme sur les volumes des déplacements professionnels. Les réunions virtuelles vont être complémentaires au voyage et supposeront des arbitrages quand même assez sévères parfois dans les entreprises. Elles sont déjà ou seront un moyen de mieux préparer les déplacements professionnels. Alors, on peut dire que déjà les entreprises, et ça a été évoqué tout à l'heure, s'étaient déjà préparées à quelque chose de plus vertueux. Est-ce qu'on doit se déplacer plus régulièrement ? Je prenais l'exemple de certaines entreprises où des Paris-Toulouse, des Paris-Lyon fleurissaient 4-5 fois dans le mois pour la même personne. Et c'était sans doute une erreur pour des réunions qui parfois duraient 1 heure. Ça n'avait pas de sens. Donc le Covid, en fait, c'est un accélérateur de ce mouvement qui a été engagé depuis très longtemps dans les entreprises. À ces nouveaux modes de fonctionnement, il faut néanmoins ajouter le télétravail, ça a été cité tout à l'heure, ça va modifier aussi certains comportements. Ça peut amener un petit peu plus de transport, peut-être par le train parce qu'on sera en deçà des 2h40, 5 ou 3 heures préconisées et encouragées par le gouvernement. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans bien des cas, le voyage est important. Négocier ou signer un contrat, animer des équipes, auditer des fournisseurs, bon, et j'en passe, ça ne peut pas se faire en visio ou c'est beaucoup plus difficile. Et donc, le besoin de contact humain reste incontournable. C'est une certitude. Ça veut dire que les voyages d'affaires auront encore de la place, leur place, dès que cette pandémie aura moins d'emprise sur nous ou qu'elle disparaîtra. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question environnementale, comme quoi les entreprises étaient de plus en plus soucieuses à leur empreinte carbone. Est-ce que il y a vraiment
sur le voyage d'affaires, une volonté de réduire l'empreinte carbone, ou c'est tout simplement un moyen de justifier la baisse des coûts? Là, on coche les deux cases. Le moment est venu de réduire l'empreinte carbone. De toute façon, c'est juste une nécessité, c'est incontournable, il faut absolument le faire. Je voudrais dire d'abord qu'il faut qu'on soit conscient quand même que cette crise de l'économie mondiale, l'économie mondiale va continuer à s'accroître. C'était bien prévu. Espérons que nous n'aurons pas une nouvelle pandémie, même si c'est une possibilité. Et à terme, le nombre de voyages professionnels devait grandir encore, mais il est certain qu'on reprendra une activité, et je crois que ça a été cité tout à l'heure, je crois que c'est vous, Édouard, qui l'avez cité tout à l'heure, on reprendra les bonnes habitudes, mais tout en prenant conscience que l'empreinte carbone doit être réduite. Pour ça, il faut, je l'ai évoqué il y a quelques minutes, il faut savoir pourquoi on voyage, en connaissant les réelles conséquences du déplacement sur le plan climatique. La période inédite qu'on vient de collectivement traverser doit nous inviter à revoir notre logiciel de pensée, c'est une certitude, et nos habitudes donc. Le but est de faire converger déplacement professionnel et impact positif sur la société. Les entreprises vont devoir se saisir de la problématique RSE et bien au-delà des déplacements professionnels dans le cadre des mobilités d'affaires. Et bien autrement que dans l'avant-crise. Excusez-moi, quand vous voyez des compagnies comme Air France compenser les émissions de CO2 ou EasyJet ou d'autres, est-ce que justement ça ne devrait pas inciter les voyageurs d'affaires à voyager comme ils le faisaient auparavant? Je ne le pense pas parce que... Ou alors ça veut dire que les voyages d'affaires n'étaient pas tous nécessaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais ça c'est une certitude. Tous les voyages d'affaires n'étaient pas nécessaires. Même si au cours des 10 dernières années, quand même, une meilleure organisation dans les entreprises, une meilleure gestion des déplacements professionnels a été mise en place. Et partir pour un voyage inventé, un voyage loisir dans le cadre professionnel, bon, peut-être que ça pouvait se produire de temps en temps, mais faut pas rêver. L'entreprise gère suffisamment bien les déplacements et on ne part pas à l'aventure comme ça, histoire de passer un bon moment. Anne citait tout à l'heure l'amalgame qu'on pouvait faire entre un voyage professionnel et un voyage à connotation loisir, donc le leisure, dont on a parlé ces dernières années. Peut-être qu'on en viendra à ça, c'est-à-dire dans la réflexion, on se dira, bon sang, on peut peut-être concilier les deux, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus prégnant quand même en ce moment. Anne Rigail, par rapport à cette stratégie ou volonté de verdir les politiques voyage, quel est votre sentiment et est-ce que vous pouvez faire encore plus que ce que vous faites aujourd'hui? Alors déjà dans les changements d'habitude dont on parlait tout à l'heure, j'ai oublié un point important, c'est l'intermodalité. Très clairement, sur les trajets courts, on voit de plus en plus d'appétence pour le train, pour des raisons effectivement environnementales. Ça nous amène à travailler avec la SNCF depuis le printemps sur une amélioration de nos offres qui existent depuis longtemps. Depuis 25 ans, on a une offre train plus avion, mais qui peut être améliorée en termes de fluidité, d'expérience digitale ou physique. C'est ce qu'on fait. On élargit d'ailleurs cette offre qui aujourd'hui permet de relier 14 villes françaises aux 2 aéroports parisiens. On l'élargit prochainement à Bordeaux, puisque Bordeaux effectivement n'est plus relié pour des liaisons point à point à Paris. Donc on voit dans ces changements, qu'ils soient d'ailleurs pour des clients loisirs ou affaires, ils sont assez profonds et on essaie vraiment de les anticiper. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que ceux qui nous poussaient le plus à effectivement avoir des propositions d'un voyage plus responsable, c'est plutôt nos clients affaires. Alors peut-être parce qu'ils ont eux-mêmes à rendre des comptes sur leur rapport développement
développement durable et leur empreinte à eux. Peut-être parce que ça coche aussi la case de l'économie, donc comme tout le monde, on essaie d'être plus efficace. Et très clairement, ça nous a poussé à offrir, en tout cas à proposer dans le cadre des contrats corporate, donc des contrats qu'on passe avec nos grands clients en compte, des offres de compensation. Donc certes, on compense proactivement sur le domestique, mais on leur propose aussi des projets de compensation qui sont intégrés à leur contrat et également de l'achat de carburants durables dont on espère qu'ils vont devenir effectivement de plus en plus présents en termes de production et d'accessibilité en France et en Europe. Mais les premiers contrats intégrant du carburant durable, c'est avec la VATSA, c'est avec des clients grands comptes que nous les avons passés. Donc les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour vous pousser à... Alors plus cher, on essaie d'avoir des offres qui soient très accessibles, mais je pense que oui, il y a une vraie valeur, il y a à la fois pour nous un vrai avantage compétitif à avoir des offres qui soient effectivement de plus en plus responsables, à donner des preuves que nous réalisons nos engagements, les moins 50% d'émissions de CO2 à 2030 par rapport à 2005. Aujourd'hui, on sait dire où on en est, on en a fait la moitié, on sait donner des preuves, on sait donner notre plan d'action, on veut être extrêmement transparent là-dessus et je pense que ça fait la différence pour nos clients. On a des boîtes qui nous disent on ne veut pas voyager avec une entreprise aérienne qui ne s'engagerait pas. Edouard Arkwright, comment vous ressentez au niveau des aéroports ce besoin des entreprises de verdir leur politique voyage ? Alors d'abord, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Yann au début de sa réponse précédente, parce que c'est aussi un exemple d'agilité des infrastructures. Ça va être capable d'avoir des parcours passagers. C'est une chose d'avoir une connexion TGV Air, par exemple, et 10% du trafic de 2019, origine-destination de Charles de Gaulle, venait du TGV. C'en est une autre d'avoir un parcours passager qui se fasse avec des temps maîtrisés, des ruptures de charge limitées, le cas échéant des capacités d'intégration ou d'injection de système bagages, le cas échéant peut-être, je l'espère un jour assez vite, des systèmes frontières rapprochés. Bref, c'est une chose de discuter sur l'infrastructure, c'en est une autre d'avoir une vision parcours passager, et ce que la crise nous amène à accélérer et les réflexions qu'évoquait Anne nous amènent à accélérer, c'est justement la convergence de ces deux visions. On n'est pas obligé d'attendre que l'infrastructure s'adapte pour réfléchir au parcours passager. On peut déjà réfléchir au parcours passager avec ce qu'on a et ça nous donnera une incitation plus forte à améliorer l'infrastructure. Sur... La SNCF joue le jeu d'ailleurs. Ah oui. On a dans toutes les composantes de la SNCF, c'est-à-dire tant la composante réseau qui est absolument majeure et on a de nombreux projets avec nos partenaires de SNCF Réseau, à commencer par le Charles de Gaulle Express, la composante voyageurs, qui évidemment va commercialiser le TGV, ou dans sa composante Île-de-France le Transilien, qui est un acteur qu'il ne faut pas du tout qu'on néglige, notamment pour nos salariés, et puis la composante Gare et Connexion, puisque autant à l'intérieur de Charles de Gaulle on est dans une gestion qui est assez propre à la gestion de l'aéroport, autant il y a une gare de départ ou d'arrivée qui va s'appeler Gare de l'Est ou qui va s'appeler Gare de Bordeaux, donc il faut que Gare et Connexion soit dans le jeu. Donc oui, dans toutes les composantes il y a un très fort engagement des dirigeants de la SNCF là-dessus. Donc pour reprendre votre question sur le voyage, je pense qu'on a bien la convergence des deux approches, c'est-à-dire des donneurs d'ordre qui ont des comptes à rendre pour eux-mêmes et un transport aérien et un monde de l'aérien qui aujourd'hui sait qu'il a des comptes à rendre vis-à-vis de la société. Donc sur le transport professionnel, les deux convergent. Et nous, ça nous amène à accélérer un certain nombre de réflexions, pas seulement aux bornes de l'aéroport. Aux bornes de l'aéroport, il y a des engagements qui sont pris, une neutralité carbone en 2050, en 2030. Delhi, un des aéroports du groupe, vient d'être labellisé AK4, qui est le plus haut niveau dans l'association professionnelle des aéroports. Donc voilà, tout ce travail, il est fait aux bornes de l'aéroport, mais tant qu'il reste aux bornes de l'aéroport, c'est un intérêt qui est relativement limité si on n'en profite pas pour avoir un effet de levier ou un effet de transformation sur d'autres partenaires ou d'autres composantes du secteur. Et pour prendre un seul exemple, on parle beaucoup d'hydrogène. C'est bien d'accueillir un avion à hydrogène et ça sera formidable quand on l'accueillera en 2035 à Charles de Gaulle. C'est encore mieux si la production d'hydrogène peut servir à de l'interurbain, du transport urbain de proximité et remettre la centralité de l'infrastructure aéroportuaire pour des projets de développement durable au même niveau qu'elle l'est aujourd'hui sur des projets de transport ou sur des projets même d'activité. Monsieur Dielman, est-ce que la classe affaires est condamnée en long courrier ?
Non, elle n'est pas condamnée, surtout sur les longs courriers. Je pense qu'il y a une nécessité quand même pour les collaborateurs d'une entreprise de voyager dans des conditions de confort tout à fait correctes. Et je pense que la crise Covid va même être un accélérateur. J'ai utilisé tout à l'heure ce terme. Parce que il y a une certaine distanciation quand même qui existe en classe affaires. Et je crois que les voyageurs ne vont pas absolument bouder la classe affaires, ils vont en avoir besoin. Et puis il y a une prise de conscience quand même dans les entreprises. Peut-être qu'on va réduire certains chiffres d'affaires sur les courts courriers, puisqu'on sera obligé ou amené à prendre le train beaucoup plus facilement, beaucoup plus régulièrement en France notamment. Et quelque part, les entreprises feront quelques économies et qui permettront sans doute d'accorder de meilleures conditions de transport à leurs voyageurs long courrier. Même si dans les calculateurs de CO2, Bien sûr. Un voyage classe affaires émet plus de CO2 qu'un siège éco. La RSE, ça doit être d'abord quelque chose de raisonné. Et il faut savoir placer le curseur entre les obligations et le volontariat. Et on réussira en matière de RSE, et même à la FTM, dans notre dernier livre blanc, nous avons retenu la responsabilité sociétale du voyageur, la RSV. Ça partira de là. J'ai échangé tout à l'heure avec Anne, et je lui disais, c'est quand même le voyageur le premier acteur du déplacement. Et c'est par lui qu'on réussira quand même à réduire l'empreinte carbone des entreprises, quand on parle bien évidemment des déplacements professionnels. Anne Rigail, vous le sentez, alors il n'y a pas beaucoup de voyageurs en ce moment, mais le fait qu'il y ait plus de passagers en classe affaires un peu plus tard, Alors, déjà, il faut se souvenir que la crise de 2008 avait amené un report de passagers affaires à voyager dans les classes économie et premium économie. Et donc aujourd'hui, les voyageurs pour motif affaires, qui représentent 20% des voyageurs, aux 2/3, ils voyagent déjà en économie et en premium économie. Donc ça permet et je crois que quand on appelle classe affaires, le mot est peut-être historique et un peu galvaudé, parce que quand on regarde à l'inverse les motifs de voyage de nos clients en cabine première et en cabine business, plus de la moitié voyagent pour des motifs personnels. Donc je dirais que ça permet de balancer un peu ce qu'on vient de se dire. Pour autant, évidemment, on s'attend à un impact dans nos trajectoires, on le prévoit. On sera agile, comme aujourd'hui, cette crise, elle nous apprend avant tout à être agile dans les mesures sanitaires. Le programme de vol, nous on le refait à peu près tous les 2 jours. On garde les bookings, on garde les restrictions. Donc il faudra qu'on soit agile. On a un atout, c'est que sur notre flotte long courrier, on a quand même 32 777 sur lesquels on peut faire varier la capacité, le quick change, qu'on avait fait pour autre chose, qu'on avait fait pour adapter notre offre à une demande de point T qui est plutôt loisir. Donc on saura en un jour sur chaque avion, un jour par avion, adapter, je dirais, la capacité de la classe avant. Donc ça, c'est une chance. Et donc voilà, nous, on est plutôt confiants dans notre capacité à s'adapter à cette offre. Honnêtement, inutile de faire des prévisions à la 2e décimale près dans ce monde d'incertitude. Il faut plutôt effectivement être agile et prendre les bonnes décisions. Pour autant, et je tiens à le dire, on n'a pas abandonné notre vision du voyage, qui est d'offrir je dirais, les meilleurs niveaux de voyage à nos clients. C'est pour ça, en plus, et en priorité évidemment, c'est la raison environnementale qu'on maintient le renouvellement de notre flotte, que les 38 Airbus 350 qui rentrent dans notre flotte, que les 60 Airbus 220 qui rentreront à compter de l'automne prochain, ils permettront dans les classes avant, mais dans toutes les classes, d'offrir un très beau niveau de voyage. C'est pour ça qu'on maintient le développement du Wi-Fi à bord. Donc voilà, on n'a pas, je dirais, on s'est pas dit le voyage à faire, c'est fini, on change de modèle. On se dit on ajustera, on a déjà vécu cela il y a quelques années finalement, et on garde notre volonté d'avoir une offre à un très beau niveau dans ces classes-là.
Monsieur Dielman, plusieurs low cost se sont focalisés sur la clientèle affaires, comme EasyJet ou d'autres. Ce type de compagnies peuvent-elles augmenter leur part de marché avec la crise ? Je pense qu'elles peuvent augmenter leur part de marché sur les courts courriers. Maintenant, je me pose une question. Comment vont-elles sortir de la crise elles-mêmes ? Parce que je pense que pour certaines, ça risque d'être difficile. Et je pense que les compagnies traditionnelles, notre compagnie nationale, auront encore une grande place par rapport aux besoins des voyageurs d'affaires. C'est une certitude. Anne Rigail, vous l'avez dit, non ? Il y aura un impact sur le voyage d'affaires. Le voyage d'affaires est au cœur du modèle d'Air France. Il conditionne tout. C'est le programme, le réseau, la flotte. Comment une compagnie comme Air France peut-elle s'adapter à un tel bouleversement ? C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Encore une fois, nos clients affaires voyagent dans toutes les classes. On a une capacité à adapter la taille de nos cabines à la réalité de la demande. Donc je dirais que peut-être effectivement qu'il faudra qu'on réadapte certaines capacités. C'est ce qu'on fait depuis le début de la crise. On continuera à le faire. On a un programme de transformation qui adresse tous nos éléments de coût, que ce soit au niveau des ressources humaines, de nos fonctions support, de nos processus. On a quand même 1,4 milliard d'améliorations de quoi. Je voulais pas donner de chiffres, c'était pas l'objectif de cette table ronde, mais voilà, on est très conscient du chemin qu'on a devant nous, du fait d'amélioration, je dirais, de notre résultat opérationnel en net. C'est notre plan de transformation. On n'en a pas parlé là parce que c'était pas le but de la table ronde, mais évidemment qu'il faudra s'adapter à la réalité de la demande. Pour autant, encore une fois, donc quand on écoute nos clients affaires, il y a beaucoup de choses qu'on fait pas en visioconf. Manager des équipes à distance, c'est possible, mais ne les manager qu'à distance, c'est extrêmement compliqué. Négocier, surtout avec des cultures différentes, je dirais tous ceux qui le font nous disent que à un moment, il faut aller effectivement au contact physique. Puis je crois que l'homme est un animal social et curieux et que le plaisir de la découverte et du voyage ne se tarira pas avec la crise Covid. Voilà. Edouard Arkwright, quelles conséquences peuvent avoir donc ces modifications de la demande, à la fois en volume, en type de clientèle, sur les aéroports et leurs revenus, bien sûr, puisque ça peut jouer sur les recettes. Et j'ajouterais, quelles conséquences peuvent avoir la concurrence du commerce en ligne sur les revenus de vos boutiques, puisqu'on voit que le commerce en ligne est le grand gagnant de cette crise. Alors, sur la deuxième question, moi je fais partie des gens qui considèrent maintenant depuis 8 ans dans ce secteur-là qu'on nous a annoncé la cannibalisation de tout le travel retail par le commerce en ligne quasiment tous les 2 ans et que pour l'instant, on ne l'a pas vu. Au niveau européen, le chiffre d'affaires par passager baisse quand même depuis 2013. Il baisse, mais pas à Paris. Et il baisse pas à Paris, et il baisse pas à Paris pour une raison que nous analysons comme une raison de qualité de l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la capacité à mettre l'offre pertinente en face du trafic pertinent et de la capacité à être relativement agile dans cette adaptation de l'offre commerciale que réside, me semble-t-il, parmi d'autres facteurs, la très belle performance des aéroports parisiens par rapport à leurs comparables européens. Je pense à nos amis de Schiphol ou à nos amis allemands. Donc, nous, pour répondre du coup à votre première question, on va avoir un moment difficile sur le travel retail qui va durer quelques années et qui va être lié au fait que le trafic international le plus contributif est celui qui a aujourd'hui le plus disparu et qui est le plus long à revenir. Et qui du coup percute des modèles économiques des entreprises du travel retail qui se partageaient énormément de marge et qui du coup laissaient trop peu d'argent dans les entreprises elles-mêmes opératrices de travel retail pour pouvoir leur permettre de supporter des coûts de vent comme celui que nous supportons. Donc on va avoir quelques années difficiles en matière de travel retail dans lequel notre enjeu à Paris c'est de garder une relation de confiance et de long terme avec les grandes marques qui nous font confiance parce que nous pensons que ce sont des endroits, les aéroports parisiens, dans lesquels on peut exprimer, vu de ces marques, exactement les messages qu'on veut exprimer en matière de qualité, en matière d'exigence, en matière de savoir-vivre à la française, d'offres françaises. Voilà. Donc on pense qu'une fois qu'on aura passé
cette étape-là un peu difficile, on pourra retrouver des tendances qui étaient des tendances d'avant-crise. Et d'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure, on essaye de garder un appareil commercial et on essaie de garder un très haut niveau d'exigence pour pouvoir justement le proposer aux passagers qui restent. Les marques nous ont jusqu'à maintenant fait confiance parce qu'on était capable de concentrer ce flux de trafic. Pour en revenir à votre première question sur les aéroports, moi j'aurais juste un seul point sur le modèle économique, c'est retrouver assez vite des bilans qui nous permettent de faire notre métier qui est d'investir. Notre métier aujourd'hui, c'est de réaliser un certain nombre d'investissements de long terme et pour permettre justement aux compagnies aériennes ou à nos clients de ne pas avoir à porter ces investissements et de le faire de manière mutualisée et comme je l'évoquais dans le temps, de le faire sur des cycles qui sont très très longs. Pour ça, il faut des bilans robustes, il faut retrouver les bilans d'avant-crise et c'est probablement, c'est l'enjeu des 3 prochaines années. Justement, avec tous ces changements là de comportement, est-ce que ça peut modifier la nature des investissements? Est-ce que des investissements de capacité se justifient toujours? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'aéroport sans contact? Est-ce que ça dépend du cycle, ça dépend de l'horizon qu'on se fixe. À court terme, il faut garder nos investissements dans l'aéroport sans contact et le parcours passager, je l'évoquais tout à l'heure, parce que le jour où la reprise sera là, on en aura besoin. C'est une attente du passager, c'est une attente des compagnies, c'est une attente également de l'air du temps et ça permet de différer les investissements de capacité puisque c'est grâce à ces investissements-là qu'on peut faire passer plus de flux dans des meilleures conditions sans avoir besoin de construire de nouvelles infrastructures. Sur la question des capacités des infrastructures, il ne faut pas oublier que nos aéroports sont des organismes vivants et dans lesquels on ne peut pas isoler des briques par rapport à d'autres. On ne va pas tout d'un coup dire qu'on va faire sortir une infrastructure de terre sans penser accès, sans penser conséquences sur l'espace aérien, sur ce qu'on appelle l'airside, etc., etc. On ne peut pas déconnecter des investissements dans le développement durable ou dans l'énergie de la trajectoire de trafic. Par exemple, on ne va pas investir dans l'hydrogène si le trafic n'est pas là, pour reprendre cet exemple-là. Cette imbrication des projets d'investissement dans un aéroport est aujourd'hui la chose la plus difficile puisqu'il faut que nous gardions, c'est optimisant, c'est intéressant d'un point de vue financier, cette vision globale, mais que nous la reséquencions par rapport à la réalité du trafic et au recalage du trafic et puis par rapport à d'autres événements, d'autres leçons de la crise. J'évoquais la flexibilité des infrastructures ou l'adaptation aux stratégies des compagnies aériennes qu'évoquait Anne tout à l'heure. Merci à vous 3. Ce débat est terminé. Je passe la parole.